semaine à tous, c'est l'heure de vous informer, à présent les titres. À la une de ce journal, le CI20 Connect, qui est le guichet 360 des startups ivoiriennes, a été lancé pour les fédérer afin de leur permettre d'opérer entre elles. D'un côté, l'Agence nationale de la formation professionnelle a initié un atelier de sensibilisation et d'information à l'attention des responsables des associations et mouvements des personnes en situation de handicap. Et d'un autre côté, des chèques de 200 000 francs CFA ont été remis pour chaque famille en faveur des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH/SIDA. Bienvenue fidèles téléspectateurs dans ce tout premier journal de la semaine sur la télé utile. En tête de cette édition, le patronat des startups de Côte d'Ivoire, dénommé le CI20, a récemment animé un meet-up. Il a profité pour lancer le CI20 Connect, qui est le guichet 360 des startups ivoiriennes. L'objectif est de les fédérer afin de leur permettre d'opérer entre elles, échanger des marchés, créer des entreprises, lever des fonds, parler fiscalité et ressources humaines. Plus de détails avec Mandésir Nascimento. Fédérer, connecter et propulser. Ce sont les maîtres mots du nouveau dispositif lancé par le CI20, le patronat des startups de Côte d'Ivoire. À l'occasion d'un meet-up, l'organisation a dévoilé le CI20 Connect, un guichet 360 destiné à structurer l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Objectif, faciliter les synergies entre les startups, encourager les partenariats, échanger des marchés, mutualiser les compétences et créer de la valeur ajoutée. À travers la présentation de 8 clusters relevant de tous les secteurs d'activité du pays, il s'agissait pour Alès Digny, président du patronat des startups ivoiriennes, de onboarder de nouveaux membres à travers 17 étapes. Et donc aujourd'hui, via ce guichet, nous avons mis 17 étapes qui permettent à ces startups d'opérer entre elles, de faire des échanges de marché, de la création d'entreprises, à la levée de fonds en passant par les différents services, fiscalité, comptabilité, ressources humaines et tout ce qui passe par là. Derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ces startups aujourd'hui, en se fédérant via ce guichet, permettent de pouvoir se donner à elles-mêmes une proposition de valeur et un marché immédiat. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 300 startups qui sont onboardées dans le CI20. Grâce à cette activité, nous avons présenté aussi nos clusters. Il s'agit de 8 clusters qui sont tous les secteurs d'activité du pays dans lesquels le CI20 a des solutions à proposer au gouvernement et à l'ensemble des Ivoiriens et aux entreprises privées. Pour les membres, le CI20 Connect s'apparente comme un carrefour stratégique pour accélérer l'impact des startups et créer ensemble l'avenir de l'économie ivoirienne. J'ai côtoyé le CI20 depuis la création de notre entreprise et pour moi j'ai vu toutes les initiatives qui étaient on va dire déployées par le CI20 et pour moi c'était finalement quelque chose de plutôt positif pour nous en tant que start-upers d'intégrer le CI20 et de faire partie finalement on va dire de cette cohorte qui va impulser un nouveau mouvement. Avec CI20 Connect, le patronat des startups ivoiriennes pose les bases d'un écosystème plus structuré, solidaire et performant où chaque start-up peut grandir en s'appuyant sur les autres. Une dynamique collective qui entend faire du partage une force et de la collaboration un moteur de croissance. Le vendredi 20 juin dernier a eu lieu la cérémonie de clôture à Abidjan de l'atelier de restitution sur les cadres paritaires sectoriels, CPS en sigle, organisé par le comité de concertation État-secteur privé CCESP avec l'appui de la GIZ. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi à l'efficacité des CPS, piliers de dialogue public-privé en Côte d'Ivoire. Une feuille de route a été adoptée pour renforcer justement leur fonctionnement. Générosa Quadio. En 2 jours de travaux, un diagnostic clair a été établi sur le fonctionnement des cadres paritaires sectoriels CPS. La cérémonie de clôture a réuni le comité de concertation État-secteur privé, CCESP, ses partenaires techniques comme la GIZ et les représentants des cadres paritaires sectoriels. Tous ont partagé leurs analyses et propositions pour améliorer l'efficacité de ces instances essentielles au dialogue public-privé. Les cadres paritaires sectoriels doivent se regrouper ensemble, se mutualiser, créer un cadre légal
formels et surtout mutualiser toutes leurs actions pour permettre d'être plus efficaces. Échanger ici nous a permis de connaître le fonctionnement et les attributions des autres cadres paritaires parce qu'il y a une recherche de synergie qui va être un élément très important dans la capitalisation des différentes missions qui ont été attribuées à ces différents cadres. La secrétaire exécutive du CCESP a salué les avancées et fait des recommandations. Notre ambition, en redynamisant le cadre de collaboration avec les cadres paritaires sectoriels, est de parvenir à un écosystème structuré du dialogue public-privé sur tous les segments, aussi bien en centrale, au niveau sectoriel et en région. Selon les données recueillies, 91% des cadres paritaires sectoriels disposent d'une base légale et 80% fonctionnent normalement. Toutefois, des disparités subsistent. Un plan d'action est désormais proposé pour harmoniser leur gouvernance et améliorer leur performance. Le partenaire technique, la GIZ, à travers le programme PRORé, réaffirme son engagement. C'est pour nous tout à fait normal, dans cette vision de transformation de l'économie ivoirienne, de pouvoir nous associer à l'opérationnalisation du mandat que l'État de Côte d'Ivoire a bien pu délivrer au CCSP et a bien pu instituer en termes de développement du dialogue qui contribue non seulement au développement économique, mais également à assurer la paix sociale qui permet, je vais dire, aux activités économiques de pouvoir se développer. 34 cadres paritaires sectoriels actifs ont été identifiés dans 7 ministères. Les recommandations finales portent sur le renforcement des capacités, l'harmonisation des pratiques et la création d'un cadre formel unique. En actualité également, dans le domaine de l'éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a procédé à l'ouverture de la 4e édition du colloque étudiant de la recherche clinique. C'était à l'amphipharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny. Plus de précision avec Onena Norgo. Enseignants, chercheurs, acteurs de la valorisation des résultats de la recherche, étudiants et membres de la grande famille de la science et de la santé ont répondu présents à la 4e édition du colloque étudiant de la recherche clinique. L'amphipharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans la commune de Cocody, a rassemblé du beau monde. Cette rencontre était placée sous le thème « Neurosciences, santé mentale et intelligence artificielle, enjeux pour les objectifs de développement durable ». La 4e édition de la recherche clinique est désormais bien ancrée dans l'agenda scientifique académique. Avec son caractère innovant chaque année, elle offre à la jeunesse l'opportunité d'explorer les champs de la recherche clinique. D'où la satisfaction du ministre Adama Diawara. Là, nous parlons de valorisation des résultats de la recherche. Et quand on sait qu'il s'agit d'un des points de faiblesse de notre sous-secteur, il est évident que là où on essaie d'adresser ce problème, il est de mon devoir d'être présent. Et la deuxième raison, je l'ai dit également, c'est qu'on a un thème qui est vraiment d'actualité, qui est pertinent. On vous l'a dit, neurosciences, sciences mentales et intelligence artificielle, en lien avec les objectifs de développement durable. Bien évidemment, tout est dit. Quand on parle de santé mentale, pour la santé de nos populations, c'est essentiel. Ça fait partie du rôle, j'aurais dit, régalien de l'État. Et ensuite, bon, là où on parle d'intelligence artificielle, c'est une thématique qui est plus qu'à l'ordre du jour. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle pénètre tous les secteurs d'activité. Cette édition est portée par une université privée. Nous avons décidé en fait donc à l'unité de recherche clinique de Côte d'Ivoire, qui est la première organisation de recherche clinique privée de Côte d'Ivoire, on a décidé de mettre en place ce colloque pour valoriser ce thème, parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider en fait en termes de diagnostic, que ce soit sur la santé mentale ou encore au niveau des neurosciences. Tous les participants à cette 4e édition du colloque étudiant de la recherche clinique sont répartis satisfaits. Les enjeux de la recherche en Afrique et l'impact de l'intelligence artificielle leur ont été expliqués. L'Agence nationale de la formation professionnelle a initié un atelier de sensibilisation et d'information à l'attention des responsables des associations et mouvements des personnes en situation de handicap au siège de l'AGEFOP à Abidjan-Marcory. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté pour l'AGEFOP de renforcer la participation des personnes en situation de handicap dans la formation par apprentissage pour une inclusion professionnelle. Ce reportage est signé Sandrine Kwame.
Promouvoir une inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap est l'objectif de cet atelier de sensibilisation et d'information initié par l'Agence nationale de formation professionnelle. En effet, l'AGEFOP veut, à travers cette rencontre, sensibiliser les responsables d'associations et mouvements des personnes en situation de handicap sur les opportunités de formation par apprentissage offertes dans la mise en œuvre du volet formation par apprentissage de la phase 3 du projet Emploi Jeune et développement des compétences. Au niveau de l'AGEFOP, nous avons souhaité, dans le cadre du projet PGDEC pour le volet formation par apprentissage, que ce soit justement un projet inclusif. Aujourd'hui, nous sommes avec les associations des personnes en situation de handicap pour leur présenter le projet, ce que c'est que les formations par apprentissage avec 25% de cours théoriques, 75% en entreprise pour qu'à la fin des formations, les bénéficiaires soient tout de suite opérationnels. Et nous avons souhaité donc leur présenter ce dispositif, mais surtout échanger avec ces différentes associations. Nous voulons aller au-delà des villes et du nombre de personnes qui ont été formées. Aujourd'hui, nous souhaitons généraliser cette formation. Un programme salué par la représentante des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes là pour avoir des informations sur l'apprentissage des métiers pour les personnes en situation de handicap avec un niveau CM2, ce qui est déjà bienvenu parce que vous savez, 70% des personnes handicapées n'ont pas un niveau vraiment, n'ont pas un niveau d'études vraiment avancé. Et nous pensons qu'au travers de cet atelier-là, beaucoup de jeunes handicapés seront insérés dans la société. Mise en œuvre en 2012, avec le soutien de la Banque mondiale, le PGDEC 3 a pour ambition de renforcer les compétences professionnelles des personnes de tout niveau de qualification âgées de 18 à 40 ans en situation de chômage ou de sous-emploi pour garantir une inclusion sociale et économique durable. Autre chose, la semaine dernière, Bamako, capitale du Mali, était aux couleurs de la réassurance avec la 43e Assemblée Générale ordinaire de la SICARE. Les AGO ont vu la désignation de Karim Djarasouba comme directeur général de la SICARE. Dans cet élément, Karim Djarasouba se félicite de la confiance des 12 États membres de la SICARE et se projette dans l'avenir. Suivez. C'était un immense plaisir pour moi et une fierté légitime d'avoir été reconduit. Et je profite de votre antenne pour exprimer ma gratitude aux autorités ivoiriennes qui ont cru à ma personne et qui m'ont fait confiance et qui ont reconduit leur confiance en me proposant à la tête de cette institution. Aussi, c'est l'occasion de remercier tous les États, les 12 États, qui m'ont tous, de manière unanime, qui ont soutenu ma candidature. Et enfin, je voudrais remercier le conseil d'administration qui m'a élu à un taux de 100% pour avoir été leurs collaborateurs et aussi qui ont reconnu, le conseil a reconnu ce que j'ai pu faire pour notre compagnie commune. Alors donc il faut pouvoir privilégier la croissance du chiffre d'affaires, du résultat par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Et ce qui nous a permis de comprendre que nous sommes allés de 5,7 milliards à pratiquement à 11 milliards 3, ça veut dire que nous avons doublé le résultat en moins de 4 ans. Donc nous avons privilégié la recherche des résultats. Et ce qui doit continuer. Et il faut relocaliser les affaires que nous avions déjà. Il faut voir comment relocaliser ces affaires en Afrique, en ciment, dans la zone ciment, dans nos 12 États. Et en Afrique. Mais réduire nos appétits en hors Afrique. Parce que moins rentable. Nos zones, en zone ciment, comme en Afrique, après nos analyses, la rentabilité est très forte. Également, la SICARE doit jouer son rôle
institutionnelle en ciment et même en Afrique. Nous devons également moderniser notre système informatique. Et tout ça, ce sont des piliers du plan stratégique de développement. Poursuivant cette édition, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers son programme national en faveur des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida, nous l'avons dit en titre, a procédé à un appui financier à 20 familles, des chèques de 200 000 francs CFA pour chaque famille afin de soutenir leurs activités génératrices de revenus. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des actions du PNOEV afin de lutter efficacement contre la précarité et soutenir l'autonomisation des ménages affectés. Mon désir Nascimento. Comme Kone Isiaka et Tourero Kiatou, 20 familles vulnérables du fait du VIH-Sida ont bénéficié d'un appui financier de 200 000 francs CFA chacune pour le renforcement de leurs activités génératrices de revenus. Une réponse concrète du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la précarité, mais aussi un levier vers l'autonomisation économique. Les 200 000 francs là, c'est venu trouver vraiment, parce que ma femme et moi, nous avons une boutique où on vend des jus et puis des diverses. Bon, l'activité vraiment était presque en faillite. Donc ces 200 000 là est venu vraiment à temps. Parce que moi-même j'ai traversé un moment très difficile. Et puis voir que je n'avais pas de soutien. À travers cela, je vais vous dire vraiment merci. Parce que c'est une grande joie pour moi. Une porte qui s'est ouverte. Mais cet appui, peut-être on a l'impression que c'est peut-être minime, mais vient vraiment apporter une plus-value, c'est-à-dire à des activités qui se mènent déjà pour des familles qui n'ont pas les moyens, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir assurer le mieux-être de leurs enfants. C'est un programme d'appui encore dans sa phase pilote. Il vient s'ajouter aux autres programmes de lutte contre la pauvreté, initié par la Côte d'Ivoire, déjà en cours et est piloté par le PNOEV. Il prend en compte les parents des enfants vulnérables pour une action complète et pérenne. En remettant ces chèques, Moussa Diarra-Souba, directeur du cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Il a rassuré de ce qu'un mécanisme a déjà fait le maillage du territoire pour le suivi rigoureux et régulier de ces appuis financiers. Il y a bien sûr un mécanisme bien outillé, bien soutenu qui a été mis en œuvre, déjà concocté par le PNEV et en PAF avec l'implication et l'engagement de nos agents de terrain. Nos agents de terrain, c'est qui? Ce sont les responsables des centres sociaux. Avec cette phase pilote, les bases d'un programme d'autonomisation durable sont posées. Le PNOEV, en misant sur l'implication des familles, entend aller au-delà de l'assistanat pour bâtir un avenir plus stable pour les enfants vulnérables. De l'action sociale à la fonction publique. La journée mondiale de la fonction publique est célébrée chaque année le 23 juin. Cette journée a été instituée par l'Organisation des Nations Unies pour mettre en valeur le rôle essentiel de la fonction publique dans le développement des nations et pour reconnaître la contribution des agents publics au service de l'intérêt général. C'est dans ce sens que la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a fait une déclaration le vendredi 20 juin dernier à son cabinet au plateau pour réitérer son engagement de transformer l'administration publique. Suivez. Chaque année, le 23 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la fonction publique. C'est un moment privilégié pour rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, portent haut le flambeau du service public. En cette année 2025, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, adresser à chacun des acteurs de la fonction publique mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations. Vous êtes la colonne vertébrale de l'État.
le levier essentiel de la transformation de notre nation. À travers les différents plans nationaux de développement, le président de la République a fait le choix résolu de positionner l'administration publique comme un pilier stratégique du développement. Ces journées offrent l'heureuse opportunité de penser l'avenir, de dessiner ensemble les contours d'un service public agile, inclusif, anticipatif, en phase avec les mutations sociales, économiques et technologiques. L'édition 2025 des Journées de la fonction publique s'articulera autour de conférences, panels, tables rondes et cérémonies de distinction organisées à Abidjan et dans 15 régions de notre pays. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Assini Mafia, les cadres prennent en main le développement local. Une nouvelle mutuelle, la MUCRA, a été officiellement présentée à la Cour royale. Portée par les fils et filles de la région, cette initiative mise sur l'investissement pour créer de la richesse et améliorer les conditions de vie des populations. Un projet salué par les autorités traditionnelles et axé sur l'inclusion notamment des femmes, nous dit Emmanuel Kakou. En procession, des cadres d'Assini Mafia se rendent à la Cour royale. Objectif, présenter au roi et à ses notables la mutuelle de développement des cadres d'Assini Mafia, MUCRA, une mutuelle portée sur l'investissement en vue de la création des richesses afin d'aboutir au social. On a inscrit le social dans notre projet en passant par la fondation des cadres. La fondation des cadres est orienté à 100% dans le social. Mais pas un social qui nous amène à aller toujours demander de l'argent. C'est une partie des produits que nous allons créer par la Société de développement d'Assini qui va nous permettre d'abonder dans la fondation et réaliser les œuvres sociales au vu de la valeur, de la richesse que nous allons créer par la Société de développement. Accueillie favorablement par les autorités traditionnelles, la MUCRA bénéficie déjà d'un premier acte de confiance. Pour preuve, Sa Majesté Fian Mossou V, roi d'Assini, a été le premier à signer un contrat d'assurance, l'un des projets sociaux phares portés par la mutuelle. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle association, une nouvelle mutuelle. Et nous, au niveau de la chefferie, nous sommes vraiment satisfaits. Nous encourageons nos enfants à persévérer pour le développement de l'Assini. Quand tu as un village, que tu as des frères qui viennent vers le village pour créer quelque chose, en tout cas, c'est un avenir pour les petits frères, les enfants. Avec une vision inclusive, la MUCRA accorde une place de choix à la promotion du genre. Les femmes d'Assini Mafia occupent une position centrale dans le programme de société à travers des projets structurants conçus pour améliorer durablement leurs conditions de vie. Pour le moment, nous avons 3 grands projets. Projet de culture agricole, des maraîchers, projet d'assurance d'essai, projet d'organisation d'un festival qui sera mis en place uniquement par les femmes. À travers la MUCRA, ces cadres d'Assini Mafia entendent bâtir un développement durable, inclusif et structuré. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition. On se donne rendez-vous à l'édition prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.